30 avril 1863. Sous le soleil mexicain, une soixantaine de légionnaires français sont réfugiés dans une petite hacienda du village de Cameron. Assiégés de toutes parts par 2000 hommes, l'élite de l'armée mexicaine, ils se préparent à mener leur dernier combat. Assaut après assaut, tiraillés par la faim et la soif, les légionnaires tombent les uns après les autres, mais tous ont promis de se battre jusqu'au bout. 17 heures, ils ne sont plus que 6 à encore tenir debout et ils viennent de tirer leur dernière cartouche. La baïonnette au fusil, ils s'élancent dans une charge désespérée. Le colonel mexicain s'écrie « Mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons !» La moitié des légionnaires présents perdent la vie ce jour-là. Les autres en ressortent blessés, mais tous ont tiré jusqu'à la dernière de leurs cartouches. Pourquoi ? Pourquoi ont-ils perdu la vie ? Pour la France de l'autre côté de l'océan ? Pour le rêve d'un empire du Mexique ? Pour le fantôme d'un Habsbourg ? Ou pour les folles ambitions de Napoléon III ? Attendez, on est allé un peu vite, là non ? Et si on reprenait tout depuis le début ? « 27 septembre 1821. Le général Iturbide et ses troupes proclament l'indépendance du Mexique après avoir pris le contrôle de la capitale, Mexico. Mais l'Empire puis la République qui lui succède font très vite face à un gros problème. Les dettes héritées du régime colonial espagnol, 76 millions de pesos, auxquels viennent s'ajouter un nouveau prêt contracté auprès des banques britanniques en 1824 de 32 millions de pesos. Tout ça s'additionne à la baisse de revenus phénoménale qui apparaît après l'indépendance. Bref, le gouvernement mexicain est incapable de rembourser ses intérêts à ses prêteurs britanniques. Les dettes s'accumulent, les gouvernements instables s'enchaînent et les premiers déboires extérieurs pointent le bout de leur nez. Ainsi, le Texas entre en révolte en 1835 et arrache son indépendance face à une armée mexicaine déjà cadavérique. Plus grande humiliation encore, à la suite d'exactions contre les ressortissants français au Mexique, une escadre de la marine royale entre dans le port de Veracruz, dont elle fait le blocus, en 1838. Elle ne se retire qu'après avoir obtenu la promesse de la part du gouvernement mexicain de se faire payer 600 000 pesos de dédommagement, paiement qui ne sera jamais versé. Le Mexique poursuit sa lente agonie. En 1839, son déficit budgétaire annuel atteint 16 millions de pesos. Fonctionnaires et militaires sont peu ou pas payés. Quelques années plus tard, s'ajoute une guerre désastreuse contre les États-Unis qui enfonce encore plus les finances du pays et qui s'achève, en 1848, par la perte des immenses territoires du Nord, la Californie et le Nouveau-Mexique. Mais 1848, c'est aussi une année importante en Europe. En France, une troisième révolution jette à terre la monarchie, et pour de bon cette fois. La toute jeune Deuxième République organise ses premières élections présidentielles quelques mois plus tard, dont un nom bien connu ressort grand vainqueur, Louis-Napoléon Bonaparte. Très populaire dès le départ, et après 3 ans à se forger des soutiens au sein de la droite conservatrice, des royalistes et de l'armée, il mène un coup d'État le 2 décembre 1851, 47 ans jour pour jour après le sacre de Napoléon. Après quelques jours de résistance à Paris, où à peine plus d'1 millier d'insurgés sont écrasés par une troupe de 30 000 soldats, et dans les provinces où plusieurs petites villes se révoltent et où se forment des colonnes républicaines dispersées par l'armée, le calme revient dans le pays. Louis-Napoléon Bonaparte a réussi son coup. Près d'1 an plus tard, il devient par plébiscite Napoléon III, empereur des Français. Ce nouvel empereur a une politique étrangère très ambitieuse. C'est le cas en Europe, où vous connaissez probablement déjà les cas de l'indépendance italienne ou de la guerre de Crimée, mais c'est aussi le cas en Outre-mer. Au cours de son règne, le domaine colonial français triple de taille. Il fait mettre sur pied une flotte de guerre impressionnante de 300 navires, mène des opérations militaires en Chine avec la Grande-Bretagne, colonise la Nouvelle-Calédonie et étend son influence en Afrique de l'Ouest. Enfin, parmi tout ça, il y a le Mexique. Une terre qu'on imagine si riche en Europe, qui fait rêver l'empereur, et qui est contrôlée par un État qui a quelques dettes envers les Européens. Quelques dettes qu'il a beaucoup de mal à rembourser. Mais intervenir au Mexique pour accélérer un peu les choses semble compliqué. Disons qu'en Amérique, il y a déjà un géant qui tient à sa chasse gardée, les États-Unis. Mais 2 éléments bouleversent cet équilibre au début des années 60. Les États-Unis se retrouvent d'abord embourbés dans la guerre de sécession dès avril 1861, tandis que Benito Juárez, le président mexicain, gèle les paiements de la dette extérieure mexicaine en juillet de la même année. Le champ est libre et on a un casus belli tout trouvé. Les puissances européennes, et parmi elles la France, se préparent à régler le problème mexicain.
Le 31 octobre 1861, Britanniques, Espagnols et Français signent la Convention de Londres. Ils se mettent d'accord pour intervenir ensemble au Mexique et s'y faire payer leurs dettes. Le traité prévoit l'occupation des côtes et des ports pour y saisir directement les revenus douaniers, jusqu'à la signature d'un traité avec le gouvernement mexicain. Mais les Européens interviennent-ils vraiment seulement pour une question de dette impayée ? Le Royaume-Uni, oui, assurément. Et d'ailleurs, il se serait bien passé de cette intervention si Français et Espagnols ne s'étaient pas déjà décidés à la mener. Et de fait, les forces qu'il envoie sur place correspondent à ses objectifs. 700 fusiliers marins, 2 vaisseaux de ligne et 4 frégates. De quoi mener le blocus de Veracruz et éventuellement occuper son port, mais rien de plus. Pour les Espagnols, c'est différent. Les Bourbons ont toujours gardé l'espoir de récupérer le Mexique un jour. Et ils entretiennent depuis l'indépendance une large garnison à Cuba, juste au cas où. Certes, s'assurer de se faire payer ses dettes importe. Mais si ça s'avère possible, Madrid n'est pas opposé à l'idée de pousser plus loin, de s'emparer de Mexico, et sinon de rétablir son empire colonial, au moins d'y installer une monarchie, avec, évidemment, un Bourbon sur le trône. Et de fait, les Espagnols voient un véritable corps d'armée sur place. 6300 hommes au départ de Cuba, ce qui leur assure d'être les premiers arrivés à Veracruz, et donc de pouvoir au moins y récupérer ce qui reste du trésor mexicain, et y obtenir des traités avantageux, même si ça doit se faire aux dépens de leurs alliés. Et enfin, il reste la France. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de grand projet de longue date de la part de Napoléon III pour le Mexique. Tout s'est décidé dans les semaines qui ont suivi le gel de la dette extérieure mexicaine, pendant l'automne 1861. C'est à ce moment que les émigrés royalistes mexicains présents à Paris, pour la plupart depuis des années, convainquent l'empereur, avec le soutien de l'impératrice Eugénie acquise de longue date à leur cause, d'installer un empire à Mexico. Ça fait des années que ces émigrés mènent un véritable lobbyisme à Paris en ce sens, faisant croire à tout le monde que le Mexique héberge un grand parti royaliste uni, ce qui n'est évidemment pas vrai. Assez mou sur la question, sans de grandes idées sur le sujet, Napoléon III se laisse influencer, et il se met d'accord avec les émigrés mexicains sur un nom pour le futur empereur du Mexique, Maximilien de Habsbourg-Lorraine, le frère cadet de l'empereur d'Autriche, François-Joseph Ier. Pourquoi lui ? Parce que c'est un Habsbourg. Pour Napoléon III, c'est un moyen de se rapprocher de l'Autriche, après les guerres d'Italie. Et pour les Mexicains, c'est un nom acceptable, puisqu'il rappelle celui de Charles Quint et ses successeurs. On renoue avec le passé Habsbourg de l'Empire espagnol. Et de façon plus générale, Napoléon III s'inquiète des États-Unis. Il espère que la mise en place d'un empire et la fin des incessants conflits politiques au Mexique permettraient d'éviter une nouvelle invasion de celui-ci par son voisin du Nord, en plus d'avancer les intérêts économiques français dans la région, notamment au sujet de la fondation d'un hypothétique canal reliant l'Atlantique au Pacifique. Mais la chose étonnante, c'est que la France ne met pas sur la table les moyens de réaliser ses objectifs. Elle envoie à peine 11 navires et 3000 hommes à Veracruz. On caresse le doux rêve que la simple vue des baïonnettes françaises provoquerait une révolte des royalistes mexicains. Quoi qu'il en soit, les Espagnols arrivent sur place à la mi-décembre 61 et sont rejoints début janvier par les Britanniques et les Français. Une dizaine de milliers d'Européens s'installent dans une cité déserte, abandonnée par ses habitants, et où la peste jaune commence déjà à faire des ravages parmi les troupes. Alors que le gouvernement mexicain promet la peine de mort à quiconque aiderait les envahisseurs, et que les premiers pourparlers s'engagent, les troupes souffrent déjà de la maladie. En quelques semaines seulement, les Espagnols sont forcés de renvoyer 800 des leurs à Cuba, alors que près de 300 Français sont touchés par la peste et que 18 Britanniques en meurent. L'épidémie en est à son stade le plus bas, et pourtant on compte déjà 10 à 15% de pertes au sein de l'expédition. D'autant que les dissensions apparaissent vite entre Français d'un côté et Britanniques et Espagnols de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'aux revendications financières prévues par les Alliés, c'est-à-dire le remboursement des dettes mexicaines, soit 40 millions de francs pour les Espagnols, 85 millions pour les Anglais et 60 millions pour les Français, voilà que ces derniers ajoutent de nulle part une nouvelle clause, le remboursement des créances d'un banquier suisse, Jean-Baptiste Jecker, qui réclame 75 millions de francs au Mexique. Mais ces créances-là sont très douteuses, non seulement parce que Jecker n'a jamais versé la somme promise au Mexique, mais aussi parce que, et on le sait déjà à ce moment, des membres du gouvernement français, y compris l'impératrice Eugénie, sont compromis dans l'affaire. En somme, des politiciens français probablement corrompus comptent faire passer les réparations mexicaines de 185 millions de francs à 260 millions, soit 2 ans de revenus du pays, en faveur d'intérêts privés. Non seulement c'est honteux, mais en plus, il n'y a aucune chance pour que le gouvernement mexicain accepte ces conditions. Dès lors, Britanniques et Espagnols n'ont plus qu'une idée en tête, traiter seuls avec le Mexique pour se faire rembourser leurs propres dettes.
et quitter le pays au plus vite. La situation s'envenime encore lorsque le 10 mars, on voit débarquer à Veracruz une troupe de renforts français. 4500 vétérans des guerres d'Algérie, de Crimée et d'Italie, l'élite de l'armée, visiblement envoyés sur place d'abord pour dépasser la taille du contingent espagnol, et ensuite pour pallier le fait que, décidément, contrairement à ce qui était promis par les royalistes à Paris, le peuple mexicain ne se révolte pas contre son gouvernement. Cette fois, c'en est trop. Britanniques et Espagnols rembarquent et quittent Veracruz en avril, après avoir reçu une promesse de paiement de la part du gouvernement mexicain, qui ne sera, évidemment, pas mieux respectée que les précédentes. Les Français et leurs ambitions sont désormais seuls au Mexique. Pourtant, sans soutien de la part de la population, ils s'apprêtent à asseoir un Autrichien sur le trône de Mexico. Les troupes françaises sont là. Elles se sont déjà enfoncées à l'intérieur des terres, où elles ont posé leur campement pour fuir les régions marécageuses de la côte, là où la peste jaune sévit le plus violemment. Les renforts font jonction avec le reste des hommes début avril à Cordoba. On y compte environ 7000 soldats, des vétérans aguerris, l'élite de l'armée. Pour répondre à cette menace évidente, Benito Juárez, le président mexicain, place le pays en état de siège à la mi-avril et appelle aux armes tous les citoyens de 30 à 60 ans. Quelques jours plus tard, les Français occupent Orizaba. La guerre vient d'éclater. Les troupes ne doutent pas de leur victoire prochaine. Le chef de l'expédition, le général Lorenzez, écrit déjà « Nous avons sur les Mexicains une telle supériorité de race, d'organisation, de discipline, de moralité, que dès maintenant, à la tête de mes 6000 soldats, je suis le maître du Mexique. » Le 27 avril, l'expédition prend la route de Mexico. Dès le lendemain, elle fait fuir les 4000 hommes envoyés à sa rencontre au talus des Cumbres, avant d'arriver, quelques jours plus tard, devant Puebla. C'est une grande ville de 75 000 habitants sur la route de Mexico. Il faut la prendre pour aller plus en avant. Mais on ne s'inquiète pas. En fait, on est même convaincu qu'elle a une place forte des conservateurs mexicains, et donc qu'elle se rendra sans combattre aux Français. Comment pourrait-il en être autrement ? Pourtant, la ville compte bien résister, et les Français vont devoir y mettre un siège contre une garnison 2 fois plus nombreuse qu'eux, sans les munitions, l'artillerie et les vivres nécessaires. Le général ordonne la retraite, non sans avoir sacrifié 500 de ses hommes dans l'assaut impossible des hauteurs de la ville. Mais en rase campagne, les Français sont imbattables. La honte de Puebla est lavée par les combats qui s'ensuivent, toujours largement remportés par le corps expéditionnaire. Le 17 mai, on inflige 1400 pertes aux Mexicains, dont une centaine de tués, alors que les Français ne perdent que 2 hommes. Après avoir tenté de reprendre Orizaba et avoir subi un lourd revers, les Mexicains se rendent à l'évidence. Ils ne sont pas en capacité de lutter dans ces conditions contre les garnisons françaises. En bref, on est bien bloqué des 2 côtés. Mais ceux qui risquent de mourir de la peste jaune et du manque de ravitaillement, c'est bien les hommes du corps expéditionnaire. Les Mexicains n'ont qu'à attendre et continuer leur guérilla sur les convois de vivres et de munitions venus de Veracruz. Malgré tout respectueux, les hommes de Juárez renvoient en France les blessés soignés du siège de Puebla, et avec eux, les médailles et les décorations abandonnées sur le champ de bataille. C'est alors que Paris se résout à redoubler d'efforts, bien décidé à imposer son empire, que le peuple mexicain en veuille ou non. Les premiers renforts arrivent à Veracruz début août, sous les ordres du général Élie-Frédéric Forêt. Ils s'élèvent au total à 23 000 hommes. Le corps expéditionnaire passe de quelques milliers de vétérans censés provoquer une révolution à une véritable armée de conquête de plus de 30 000 soldats. Mais le nouveau général n'ose pas avancer. Il prend d'abord 10 longs mois pour essayer d'assurer son ravitaillement, chose pourtant impossible, si bien qu'une rumeur commence à circuler parmi les troupes. Le général serait retenu à Orizaba par son amour pour une infirmière mexicaine. C'est bien sûr faux, mais les Mexicains ne profitent pas moins de ces précieux mois pour renforcer les fortifications de Puebla et mettre en place une stratégie de la terre brûlée autour des Français. Ce n'est qu'à la mi-mars que le corps expéditionnaire pose son campement aux alentours de la cité, bien décidé d'y mener un siège victorieux. Mais le siège est une boucherie. Les assauts des forts et des quartiers de la ville coûtent toujours cher aux 2 camps. Les assiégés résistent si bien qu'ils rappellent Sébastopol aux vétérans, alors que les assiégeants, toujours imbattables en bataille rangée, doivent payer de nombreuses vies chaque fort, chaque quartier, chaque bâtiment. C'est seulement après 2 longs mois de siège, alors que la ville meurt de faim et que les Français sont parvenus à repousser par surprise lors d'une attaque nocturne l'armée envoyée à son secours, que la place se rend finalement. Les 17 000 Mexicains qui ont formé la garnison se font prisonniers du corps expéditionnaire, tandis que les troupes entrent dans la ville presque déserte. Les Français ont perdu plus de 1200 des leurs devant et entre les murs de Puebla.
mais la route pour Mexico est enfin libre. Dès que la nouvelle de la chute de Puebla arrive à Mexico, Benito Juárez fuit la capitale. Il a mis tous ses moyens dans la défense de cette cité, alors il le sait, il n'est plus en capacité de s'opposer au corps expéditionnaire. Mais qu'importe si Mexico est perdu, il se refuse à négocier avec l'envahisseur. Sa lutte, il la poursuivra depuis l'arrière-pays, aussi longtemps qu'il le faudra. Les Français entrent dans la capitale de 200 000 habitants quelques jours plus tard, le 7 juin. Pendant les semaines qui suivent, ils y installent un gouvernement et un congrès provisoire. Autant dire, font un coup d'état. Mais bien peu habiles, ils n'y nomment que des conservateurs rigoristes, et presque tous originaires de Mexico. Le gouvernement n'a aucune légitimité à l'échelle nationale, et enterre toute possibilité d'entente avec les libéraux modérés, qui pourtant n'étaient pas tellement opposés à la base à l'arrivée des troupes françaises, représentant des idéaux révolutionnaires, des droits de l'homme et du libéralisme porté par la République, puis par Napoléon III. Le 10 juillet, ce congrès provisoire vote 4 articles. La nation mexicaine adopte pour forme de gouvernement la monarchie, le souverain à sa tête prend le titre d'empereur, la couronne est offerte à l'archiduc d'Autriche Maximilien de Habsbourg, et s'il refuse celle-ci, il revient à Napoléon III de désigner son remplaçant. Ainsi, l'Empire du Mexique est proclamé. Toute cette entreprise est une folie, sans légitimité, mais elle va en plus à l'encontre des ordres de Napoléon III, qui avait à l'origine stipulé qu'on devait demander au peuple mexicain par suffrage universel s'il désirait, oui ou non, une monarchie. Dès lors, alors qu'une réconciliation était encore possible auparavant, le Mexique se retrouve définitivement divisé en deux. D'un côté, Benito Juárez, et avec lui la grande partie du pays, des libéraux et des modérés de tous bords, et de l'autre, les Français, constamment victimes de la guérilla et seulement soutenus par le clergé et les conservateurs les plus zélés. La France, nation mère des idées libérales, se fait, au-delà de l'Atlantique, le moteur des idées les plus réactionnaires. Peu de temps plus tard, mis au courant de cette catastrophe, Napoléon III fait rappeler en France les deux responsables. Le maréchal Forey, remplacé à la tête du corps expéditionnaire par le véritable héros de Puebla, le maréchal Bazaine, et son ambassadeur au Mexique, bien corrompu au passage, Alphonse Dubois de Saligny. L'armée perd des mois dans l'affaire, alors que les deux hommes refusent de quitter le pays. C'est seulement en novembre que Bazaine a enfin les mains libres pour s'élancer dans une campagne de pacification des alentours. En 3 mois seulement, les troupes élargissent leur contrôle jusqu'à 800 km autour de la capitale. Mais c'est impossible de remporter de grandes victoires contre les hommes de Benito Juárez. Ceux-ci fuient la plupart du temps avant qu'éclate une bataille, si bien que malgré un contrôle élargi sur les régions alentours, la résistance, elle, ne faiblit pas. Aussitôt qu'une troupe française quitte une ville, un village, un hameau, aussitôt les guérilleros libéraux y reprennent quartier. La politique, elle, à Mexico, ne s'arrange pas. Le gouvernement de régence, s'il gouverne, gouverne très mal. Il vit sur les finances du corps expéditionnaire, donne des postes de fonctionnaires, de général, de ministre à n'importe qui, est corrompu jusqu'à l'os, tandis que le clergé se comporte aussi mal qu'il le peut, toujours plus réactionnaire, hostile à toute avancée libérale, se battant constamment pour récupérer les terres et les bâtiments qu'il a perdus quelques années plus tôt, et allant jusqu'à blesser des Français. Rien d'étonnant donc à ce que Napoléon III supplie Maximilien de mener une politique libérale dès qu'il mettra un pied dans son nouvel empire. Mais Maximilien n'est plus aussi sûr de vouloir de cette couronne. On sait que la situation au Mexique est presque intenable, et que son pouvoir dépend entièrement des troupes françaises sur place. Mais c'est trop tard. Il s'est déjà trop engagé, poussé entre autres par son ambitieuse épouse, la future impératrice Charlotte, et évidemment aussi par Napoléon III lui-même. Il n'a donc pas d'autre choix que d'embarquer pour son empire le 14 avril 1864. À ce sujet, le général Dubarreil, qui rentre en France après avoir obtenu un congé maladie, écrit « Pauvre Maximilien, que vas-tu faire dans ce pays atroce que je quitte sans regret ? Je crains bien que la tâche que tu as entreprise ne soit au-dessus des forces humaines. Va, pauvre fou, tu regretteras ton beau château de Miramar. » Maximilien arrive le 28 mai 64 à Veracruz. Rapidement après qu'on lui ait remis le pouvoir, il écarte les représentants de Napoléon III de son gouvernement. Il n'est pas question de suivre la voie que la diplomatie et l'armée française ont tracée pour lui. Lorsqu'il arrive à Mexico, pourtant, sa place, il la doit entièrement aux Français. C'est Bazaine qui a conquis et pacifié tous les grands centres de population du pays. C'est Bazaine aussi qui a assuré le fonctionnement et la sécurité des routes, des chemins de fer, des postes et des lignes télégraphiques.
Et c'est Bazaine enfin qui a rallié autour de lui de nombreux généraux et personnalités libérales modérées en attendant l'arrivée de l'empereur, lui offrant une autre voie que celle perdue d'avance du clergé et des conservateurs en tout genre. Mais l'empereur Maximilien et son impératrice Charlotte se révèlent être des souverains bien malhabiles. En peu de temps, ils arrivent à s'attirer l'hostilité des conservateurs, du clergé, des républicains et des Français. Les finances, elles aussi, sont dans une situation catastrophique. Non seulement l'empereur est très dépensier alors que son pays est en état de siège, mais en plus, il ignore le plan de redressement proposé par les Français. Maximilien ne trouve qu'une solution, supplier la France pour un nouveau prêt, que Napoléon III ne peut que lui accepter. Mais, et il appuie bien sur ce point, il n'y en aura pas d'autre. Pire, avant l'arrivée du couple impérial, Bazaine s'était efforcé de mettre sur pied une armée nationale, mexicaine, d'environ 30 000 hommes. Elle était loin d'être parfaite, mais c'était un bon départ qu'il revenait à l'empereur de transformer afin qu'il puisse se maintenir au pouvoir après le départ des Français. Maximilien la balaye d'un revers de la main, rêvant de créer lui-même une armée impériale toute neuve. Or, et il fallait s'y attendre, les soldats et les officiers remerciés se tournent dès lors vers Benito Juárez. Puisque l'Empire ne veut pas d'eux, la République fera bien l'affaire. En bien peu de temps, des compagnies entières, déjà dotées d'un esprit de corps, attachées à leurs généraux et en train de devenir loyales à l'Empire, passent à l'ennemi. Ainsi, cet empire ne tient plus que grâce aux baïonnettes du corps expéditionnaire. Les mois de travail de Bazaine sont piétinés par l'incompétence et l'idéalisme de Maximilien. Et ce corps expéditionnaire, bien que mal nourri et mal équipé, poursuit son travail. Fin 1864, Benito Juárez n'administre vraiment plus que 3 provinces, Chihuahua, Michoacán et Oaxaca. Mais la résistance républicaine ne fléchit pas pour autant. On se bat partout et on n'attend plus qu'une chose pour reprendre le pays, le départ des Français, qu'on sait inévitable. Et de fait, la décision est prise début 66 par Napoléon III. L'affaire mexicaine coûte trop cher à Paris et on ne peut pas se permettre de laisser des dizaines de milliers d'hommes outre-mer alors qu'une odeur de guerre se fait sentir en Europe. Et puis, plus personne ne croit vraiment à la réussite de Maximilien. L'opinion publique française est désormais entièrement ou presque opposée à la guerre du Mexique. Sans oublier que la guerre de sécession a pris fin. Les États du Nord l'ont remportée et leurs troupes stationnent à nouveau aux abords du Rio Grande, d'où elles soutiennent Benito Juárez. Le risque d'une escalade est réel. Le voyage de l'impératrice Charlotte en France, pour tenter de faire annuler le retrait des troupes, n'y change rien. Le corps expéditionnaire doit rentrer. Charlotte, quant à elle, après son échec à Paris, commence à sombrer dans la folie. Elle ne remettra plus jamais les pieds dans son empire. L'abandon est tel que le 29 août 1866, Napoléon III demande à Bazaine de faire de son mieux pour que la République, qui succédera fatalement à l'Empire, soit la moins mauvaise possible. Les officiers du corps expéditionnaire, de leur côté, font de leur mieux pour pousser Maximilien à abdiquer, mais il s'y refuse. Son empire pourtant s'effrite. Les hommes de Juárez avancent partout, conquièrent des territoires ci et là, tandis que les troupes françaises reculent, évitant à tout prix un combat inutile. Le 5 février 67, les dernières troupes françaises quittent Mexico, et Bazaine embarque le 11 mars à Veracruz avec les dernières unités du corps expéditionnaire. C'en est terminé de la présence française au Mexique. Maximilien, qui a accepté son sort et refuse de tourner le dos à l'ennemi, est capturé par les libéraux le 15 mai 67. Son jugement, devant un tribunal militaire, commence le 13 juin. La peine capitale est prononcée le lendemain. Le 19, après avoir pris son dernier repas, l'ancien empereur s'exclame « Quelle belle journée! J'ai toujours souhaité mourir par un jour comme celui-là !» Placé devant un mur de briques, face à son peloton d'exécution, il prononce un dernier discours. « Je pardonne à tous, que tous me pardonnent. Que mon sang prêt à couler soit répandu pour le bien du pays. Vive le Mexique! Vive l'indépendance !» Mais ces dernières pensées, il les murmure seulement. Pauvre Charlotte. Ses 2 généraux les plus fidèles tombent juste après lui. Leur dernière parole : « Vive le Mexique! Vive l'empereur !» Maximilien finit son histoire dans une mare de sang. Charlotte, dans les abîmes de la folie. C'en est terminé de l'intervention française au Mexique, et avec elle, de l'empire qu'elle a cherché à y fonder.